Salam alaikum, rahmatullah, à chacun de vous, à chacun de nous. Déjà, demain c'est vendredi, Inch'Allah. Juma Mubarak à ceux qui sont déjà vendredi et à ceux qui vont entrer aussi dans le vendredi. Cela dépend des fuseaux horaires, cela dépend des différents lieux de localisation. Merci à chacun et à chacune pour votre fidélité, la promptitude avec laquelle vous êtes connectés lorsque Cheikh Oumar Keïta est en direct. Merci et que je ne sois jamais un ingrat, un hypocrite à votre endroit. Merci infiniment. Alors, aujourd'hui, nous allons développer, Dieu est bon. D'abord, il y a quelqu'un, pas quelqu'un, il y a certaines personnes qui m'ont, pendant que le ministre Togo, les Béninois était en conférence de presse avec la société chinoise, l'ambassadeur de Chine, le représentant de la compagnie au Bénin, on m'a envoyé le lien pour dire Keïta, tu es vraiment un génie. Tu es vraiment béni de Dieu. Tu es béni de tes parents. Tu avais déjà prévu le scénario. Il y a eu un rétropédalage. Et je ne suis pas le seul puisque Nicéphore Soglo, l'ancien président du Bénin que vous avez certainement entendu, lui-même s'est prononcé. Il a dit que c'est vraiment bête et c'est idiot. Et puis, ce qui m'a fait marrer un peu, ce sont les députés de la mouvance présidentielle du Bénin. Vraiment, peuple béninois, même si on veut vous aider, même si on veut se battre pour vous, vos représentants ont versé la honte sur vous, comme on dit dans notre jargon. Ils ont versé le bébé avec l'eau sale. Vos représentants au Bénin, les députés de la nation, sont une honte et une humiliation pour le peuple béninois. Je peux vous faire écouter leur intervention. La question que je me suis posée, souvent c'est ce que je vous dis toujours, et d'ailleurs le capitaine Ibrahim a dit, grand frère, tu as raison. Parler français et être un intellectuel, c'est pas la même chose. Se retrouver à une position et croire qu'on connaît, c'est pas la même chose. Alors, je commence à comprendre pourquoi le Bénin a tous les problèmes du monde pour pouvoir s'en sortir véritablement entre les mains de cet idiot appelé Patrice Talon. Quand vous écoutez les députés béninois parler, la question que je me pose, ou du moins ce que toutes les personnes sensées se sont posées comme question, est-ce que ces députés-là, ils comprennent un peu ce qu'eux-mêmes ils sont en train de dire là, ce qu'ils sortent de leur bouche, est-ce qu'ils comprennent même ce qu'eux-mêmes ils sont en train de dire, les députés béninois? Alors, tous comme des animaux, tous comme des moutons, ils sortent et puis ils commencent à soutenir Patrice Talon sans faire preuve d'une certaine maturité et d'élévation d'esprit pour dire attention. Je ne dirais pas tous les députés puisqu'il y a l'opposition parlementaire, mais ceux qui ont pris la parole et qu'on a écouté, je dis mais ça n'en vaut pas la peine. Alors, aujourd'hui, ces députés ont jeté le discrédit sur le peuple béninois. Ces députés ont soutenu et défendu l'insoutenable et l'indéfendable. Nicéphore Soglo, grand banquier, économiste, il a parlé. Mais ce n'est pas tout. Je vous ai dit ici que quand vous prenez l'habitude, je vous donne un exemple, quand vous prenez l'habitude de ne pas respecter votre épouse, votre maman ou votre papa à la maison, vous prenez le temps de lui parler mal, l'insulter, l'humilier, et alors quand vous vous retrouvez dehors, vous n'avez pas de scrupules, hein, c'est-à-dire que vous allez insulter papa et maman des autres jusqu'à ce que quelqu'un vous recadre dehors pour dire hey, moi, mon papa, ma maman, là, on n'insulte pas, on va vous sonner. C'est là quand vous allez rentrer chez vous, peut-être que vous allez arrêter d'insulter vos papas et puis vos mamans. Alors, quand Patrice Talon a pris plaisir à violer les textes,
Alors, je le vois, ce petit président, pervers intellectuellement, égaré moralement, discrédité psychologiquement, qui est la honte même de l'éthique présidentielle. Il a pris plaisir avec la CEDEAO à violer tous les tests. Et cette fois-ci, le ministre Lamine Zen a sorti un seul paragraphe et votre serviteur a dit, il y a deux options. Soit les Chinois vont leur demander de respecter les textes qu'ils ont écrits, ou il y aura, on va forcer le Bénin à travers la juridiction internationale. Et je vous ai dit, quand Alassane Ouattara faisait ses bêtises sur le Diawara, l'opérateur économique, je crois qu'il est malien d'origine, hein, mais il est congolais, hein, du fait que ses parents, je crois, se soient installés ou lui-même, peu importe. Donc, quand la justice ivoirienne a manigancé, manipulé, pour lui donner tort à tous les niveaux, il a saisi une autre forme de justice. Il a eu raison. Ce qui a jeté un sérieux discrédit sur la justice ivoirienne. Ouattara s'est gonflé, il a fait sa petite chose là, son petit cinéma. La première saisie, ça s'est passé au Mali. Alors Assimi Goïta, comme c'est un Malien, Assimi est malien, il a dit, mon frère, tu connais déjà la tension palpable entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Il faudrait pas que l'action que tu as menée en justice, et tu as eu raison, tu es dans ton droit, mais fais effort sur toi-même et comprends la situation du Mali. On ne voudrait pas que ta situation vienne jeter l'huile sur le feu. Donc, au niveau d'Assimi Goïta, il y a eu beaucoup d'interventions et l'avion Air Ivoire qui avait été saisi au Mali a été libéré. Vous avez vu les Ivoiriens, ils ont fait leur grande gueule sur le plateau de télé. Assimi a dit, tu peux saisir partout, mais pardon, le Mali là, pour éviter. Ce n'est pas que nous avons peur, mais nous voulons préserver quelque chose. Nous voulons éviter quelque chose. Et Diawara, il a très bien compris. Il a mis balle à terre. Il s'est calmé. Il n'a pas retiré sa plainte. Pas du tout. Il a laissé l'avion Air Ivoire partir. Alassane Ouattara a commencé à faire la grande gueule. Un de ses ministres est monté. Ils ont dit, d'accord, Air Ivoire la voit partout. Non, on n'est pas pressé. Maintenant, comme il est originaire du Congo, il s'est assis. Le jour qu'Air Ivoire arrive au Congo, il dit, bam, la justice a mis la main dessus. Ouattara, tu payes ou tu payes pas? Cette fois-ci, l'avion a été véritablement immobilisé, avec tous les recours en droit et en justice internationale. L'avion a été saisi. Ou Ouattara paye, ou l'avion sera vendu, rembourser l'argent du gars, et puis le reste de l'argent est donné à la Côte d'Ivoire. Ce serait une humiliation sans précédent. Il est passé Ouattara par tous les moyens. Le président congolais a dit qu'il ne peut pas intervenir dedans, puisque c'est une affaire entre un opérateur économique. Il ne peut pas encourager certaines choses, parce que, vous savez, quand vous voulez, en matière de justice, si vous ne faites pas attention en prenant certaines positions, c'est un mauvais signal que vous envoyez aux autres opérateurs économiques. Donc, le Congo ne voulait pas prendre le risque de créer la peur chez les opérateurs économiques qui seraient tentés de venir investir au Congo. Ils ont dit non, il faut que la justice fasse son travail. Et il y a eu des négociations intenses jusqu'à ce que l'État de Côte d'Ivoire s'engage par écrit avec un numéro de compte bancaire. C'est là que l'affaire s'est calmée. Ils ont laissé l'avion, ils ont commencé à payer l'argent du gars. Alors, quand vous regardez, je vous dis tout ça pourquoi. La dernière fois, je vous ai dit la même chose. Je répète ça aujourd'hui. En d'autres termes, quand un État devient un État voyou, il y a plusieurs façons de mettre la main sur l'État, sur les avoirs de l'État, pour que l'État paye. Alors, le Bénin qui faisait la grande gueule, c'est pourquoi j'ai regardé ces députés minables, médiocres, ridicules,
qui sont inconscients, incohérents, qui sont égarés, c'est pervers, moi je le dis. Sinon, ils savent que le Bénin a des avoirs, qu'on peut saisir, que la Chine peut saisir. Si le droit donne raison à la Chine, les dégâts qui seront causés, la Chine, le Bénin va tout payer. Donc, il y a eu, les Chinois ont dit, on ne veut pas aller. Ils ont envoyé les experts. Ils ont sorti les documents. C'est vous qui avez rédigé ça. Nous, le Niger, c'est pourquoi depuis le début, je vous ai dit, le Niger s'est porté garant. Mais dans l'interprétation de l'attitude de Patrice Talon, on a voulu faire croire que c'est le Niger à qui on veut faire porter le chapeau. J'ai dit, mais attendez, moi je ne sais pas. Et, excusez-moi du peu, mais par moment, quand vous vous retrouvez à un niveau de compréhension, comme le dit souvent mon fils, il dit, tonton, toi, c'est à la seconde. Quand quelque chose de toi, à la seconde, tu comprends tout de suite. Mais nous autres, là, les autres, là, on prend du temps pour comprendre. Donc, il faut comprendre que tout le monde ne peut pas être comme toi. C'est la vérité. Est-ce que c'était compliqué de comprendre? L'Africain est émotionnel et émotif. L'Africain met toujours la raison de côté. C'est quand on le sonne qu'il vient à la raison. Tous ces députés béninois, c'est avec émotion qu'ils se sont exprimés. Ils n'ont pas voulu comprendre, ils n'ont pas voulu laisser la raison guider leur intellect. Ils se sont laissés emporter par l'émotion et les mensonges de leur président, menteur Patrice Talon. Les Chinois sont venus, ils ont dit attention. Et le Niger a gagné 2 batailles de poids ce mois-ci. 2 batailles. C'est là on vous dit, quand vous êtes béni de Dieu, béni de vos parents, hey, une armée n'a qu'à s'élever contre vous. Vous allez mettre ça KO. Ceux qui sont à la tête du Niger, là, c'est pas des enfants maudits. C'est pas des ratés. C'est pas des voleurs. C'est pas des criminels. Raison pour laquelle ils sont en train de remporter toutes les batailles diplomatiques, économiques, tout ce que vous voulez. Donc, le Niger sera aujourd'hui le centre d'intérêt de notre intervention. Le premier combat, c'est celui du Bénin, qui a été remporté par le Niger, même si le Bénin a essayé de se... C'est-à-dire que c'est avec une honte. Parce que vous allez écouter le ministre béninois. Je le regardais, j'ai dit, celui-là, c'est un ministre. Vraiment, je comprends que nos États soient des piètres États. Un ministre qui refuse de reconnaître sa bêtise et qui essaie de se faire passer comme ça, il veut se faire passer comme des braves tiers, comme Alassane Ouattara à l'époque, face à Diawara. Un seul garçon, il a mis Alassane Ouattara KO, il a mis l'État de Côte d'Ivoire KO. Un seul garçon, Diawara, Oumar Diawara, le seul, il a mis la Côte d'Ivoire KO. Ouattara a payé. L'État de Côte d'Ivoire paye aujourd'hui le crédit du gars. Tout l'argent qu'ils ont détourné là, le gars il a récupéré, il dit c'est l'argent de maudit, vous allez manger. L'argent de quelqu'un qui a fait comme ça, vous allez manger, vous allez payer. C'est la même chose. Patrice Talon, il est humilié. Il a honte. C'est lui qui a fait l'annonce. Maintenant humilié, il envoie son ministre parler à son nom. Humilié, il envoie ses députés essayer de plaider une cause qui est perdue d'avance. Quelle honte, quelle humiliation. C'est ridicule, c'est répugnant. Et c'est ça l'Afrique. Merci à vous, où que vous soyez, quel que soit vos lieux de résidence. Merci pour vos encouragements. N'oubliez pas d'être une bénédiction pour d'autres. Partagez, pompez les cœurs et les pouces bleus. On y va. Patrice Talon, dans les propos, il dit, Patrice, je parle de Patrice Talon, hein, il dit, on ne peut pas accepter. On a ouvert notre frontière, pourquoi ils gardent leurs frontières fermées? Quand les produits béninois arrivent à la frontière, on les empêche de rentrer, on fait ceci, le Bénin, et puis regardez
l'idiotie d'un président pervers et égaré, un président qui n'a aucun. C'est-à-dire, la substance de ce président est médiocre. Il dit le Bénin est devenu exportateur de produits, je sais pas moi, céréaliers ou bien quoi. Le Bénin exporte quoi? Le Bénin exporte combien? Alors, c'est le Niger seul qui te fait dire que le Bénin est devenu pays exportateur. Alors, c'est gros mensonge juste pour camoufler son échec politique. Le Bénin est devenu, mais qu'il sorte les chiffres, qu'il sorte la balance commerciale du Bénin. C'est là qu'on connaît la vérité. Qu'il sorte les chiffres. Il ne suffit pas de venir dire le Bénin est devenu un pays exportateur. Quels sont les chiffres? Que disent les chiffres? Parce que les chiffres ne mentent pas. Qu'ils sortent les chiffres pour que les Béninois se rendent compte qu'effectivement leur pays est devenu un pays exportateur. Qu'il apporte les chiffres pour que les Béninois puissent comprendre. Alors, ce président Talon, il dit, le président Talon, je cherche en même temps que vous, hein. Bon, voilà, on va écouter ça. Et puis on va continuer. Hein? On va écouter ça, ça fait rire quoi. On va les écouter, les députés béninois, on va les écouter. Notre pays, faut-il le rappeler, attendez, hein? a longuement plaidé pour la levée des sanctions décidées contre le Niger, ne serait-ce que on va écouter. Pour des raisons humanitaires. Et regardez, hein? C'est ensuite. Raison humanitaire. Vous voyez comment les Africains sont médiocres, sont inutiles, sont idiots, et non comme ça, c'est un député. Raison humanitaire. Mais pendant ce temps, il n'y a pas de cas humanitaire au Bénin. Pendant ce temps, le Béninois végète. Pendant ce temps, le Béninois crève de faim. Pendant ce temps, il n'y a pas de travail au Bénin. Pendant ce temps, les gens se cherchent. C'est un pays opulent, un pays riche, un pays qui peut regarder d'autres pays pour dire pour des besoins humanitaires, voilà ce que je peux faire pour vous. Mais tu es pauvre, tu n'as rien, tu es sous-développé et toi tu nous parles de besoins humanitaires. Au lieu de besoins humanitaires au Bénin, ah non, pardon, au Niger. Mais pourquoi tu ne mets pas cette bonne initiative humanitaire au Bénin? Pourquoi tu ne transformes pas cette politique humanitaire que tu veux manifester au Niger? Pourquoi tu ne l'appliques pas en politique sociale dans ton propre pays? Pourquoi? Pourquoi les Africains sont médiocres, menteurs et corrompus? Est-ce que le Niger a dit qu'il a besoin d'humanisme de la part du Bénin? C'est la question. C'est la question. Voilà des idiots. Et puis lui, là, je voudrais que vous regardiez bien le visage de ce monsieur-là. Attendez, vous allez bien regarder son visage. La promptitude du Bénin à ouvrir sa frontière. Voilà, ce monsieur-là, j'espère que vous allez peut-être le reconnaître un tout petit peu. Voilà la déchéance morale du Bénin. La déchéance intellectuelle. La confusion morale. Il défend la CEDEAO qui a violé tous les tests. Mais vous allez l'écouter et vous rendre compte que celui-là même, il est la malédiction incarnée. Je dis bien, il est la malédiction incarnée. Je vais vous laisser écouter. Dès la levée des sanctions par la CEDEAO, c'est enfin la disponibilité manifestée par le gouvernement pour la relance de la coopération entre nos deux États à travers l'envoi de messages aux dirigeants nigériens, mais aussi et surtout en dépêchant à Niamey son chef de la diplomatie. Malheureusement, toutes ces preuves de bonne volonté sont restées sans suite. À cette étape, il nous paraît essentiel de rappeler que le Bénin, à l'origine de la crise, n'avait procédé à la fermeture de sa frontière qu'en vertu des décisions de la CEDEAO prises sur la base du traité, des protocoles et conventions ratifiés par... Est-ce que, attendez, vous avez écouté ce qu'il a dit? Je vous en prie, je vais ramener ça en arrière.
Écoutez le français de cette merde, cette canaille, ce raté, ce vaurien de député. Il dit que les décisions de la CEDEAO étaient des décisions, les sanctions sont légitimées et juridiquement, il y a une base. Alors que tout le monde a passé le temps à dire, mais il ne peut pas nous donner un seul texte de la CEDEAO qui donne le droit à la CEDEAO de sanctionner un État membre. Pire, programmer, ordonner une intervention militaire. La CEDEAO est une organisation économique, essentiellement économique, non politique. Mais la CEDEAO a été manipulée. Cette canaille-là, cet idiot, ce pervers, il oublie que toutes les décisions de la CEDEAO étaient d'abord décidées et dictées par la France. Quand vous voyez des merdes comme ça, au sein de la maison du peuple, mentir devant le peuple, la bassesse, la déchéance atteint un niveau incommensurable au Bénin. Alors on comprend qui est réellement Patrice Talon s'il est soutenu par ces genres de personnes. Quels sont les textes de la CEDEAO qui ordonnent, qui décident, qui prévoient de telles sanctions? Quand la décision a été prise à Abuja, des bateaux qui avaient déjà accosté au port du Bénin, à Cotonou, étaient en plein déchargement. Des camions avaient été déjà remorqués de conteneurs. Direction Niamey. Il veut nous faire croire ici que le Niger est ingrat. Il est bon qu'on revienne un peu sur ces éléments-là. Il veut nous faire croire ici que le Bénin a toujours été de bonne foi. Mais à cette merde, cette canaille, je vais lui poser une seule question. Si le Bénin voulait être véritablement ce pays-là, disposé, il nous parle de titres humanitaires, les médicaments, des pharmacies qui attendaient leur approvisionnement, des malades qui attendaient leur traitement. Vous avez une idée du nombre de personnes qui sont mortes à cause de cette histoire de fermeture de courant, fermeture de frontières, coupure de courant? Combien de bébés prématurés sont morts quand des malades, des déréglés, des idiots, des psychopathes comme ça viennent nous mentir à la face? On ne peut pas se taire, on ne peut pas se calmer. Ces enfants qui sont morts là, c'est pas des êtres humains. Ces femmes enceintes qui sont mortes sur les tables d'opération, c'est pas des personnes. Ces personnes vulnérables qui attendaient leur traitement, qui n'ont pas pu les avoir parce que la frontière a été fermée, ça, c'est de cette CEDEAO-là qui nous parle. C'est ce Bénin-là, de Patrice Talon qu'il défend. Vous allez vous justifier avec toutes les excuses possibles, mais je prie Dieu que vous ne mourrez pas. Parce que le jour où vous allez mourir, vous allez rendre compte. C'est pas une affaire de politique. Même la plus petite situation, aussi infime soit-elle, Dieu tiendra toujours quelqu'un responsable de quelque chose. Aucune action ne sera fortuite devant le regard de l'Éternel. Politique ou pas politique, Dieu ne rentre pas dedans. Quelle a été votre attitude à l'endroit de votre prochain? Voilà le jugement de Dieu. Que ce soit dans le cadre politique, que ce soit dans le cadre familial, Dieu s'en fout éperdument. Est-ce que vous avez été bon pour l'autre? Voilà ce que Dieu va regarder. Cet idiot-là, j'espère qu'il va pas à l'église. Cette merde-là, j'espère qu'il a une famille. Et je souhaite qu'il ne vive pas ce que les Nigériens ont vécu. Qu'ils ne connaissent pas la douleur de ce mari qui a perdu sa femme et son enfant sous la table d'opération.
quand vous venez vous arrêter à cause de la politique pour dire du n'importe quoi, pour vomir vos venins, on a le droit de vous recadrer. Donc, voilà ce que le Bénin a fait. Et ensuite, on va revenir encore ici. On va revenir. Je n'ai pas fini. On va revenir ici. Ce sont les mêmes. Et ce n'est pas fini. Je vais vous amener à écouter encore une autre merde. Écoutez. Et on retrouve tout de suite notre correspondant dans la région, Serge Daniel. Bonsoir. Alors Serge, depuis le coup d'État, on sait, depuis le coup d'État au Niger, les tensions diplomatiques sont palpables entre les deux pays. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'une crise ouverte? Ah oui, tout à fait, c'est une crise ouverte entre deux pays, l'un dirigé par un militaire, putschiste, le Niger, et l'autre par un homme d'affaires qui sait ce que sont les affaires. Alors tout a commencé. Alors, quand vous regardez cette merde, cette canaille se rater, se dévergonder de Serge Daniel, l'autre est un homme d'affaires qui sait ce que c'est que les affaires. Alors moi, je voudrais bien qu'il aille écouter les propos de Nicéphore Soglo, qui a recadré Patrice Talon. Un homme d'affaires ne prendrait jamais une telle responsabilité, ne prendrait jamais un tel risque. Ça, c'est quel homme d'affaires? Un homme d'affaires qui est en train d'affamer son peuple. Alors, c'est ces gens de journalistes-là. Voilà celui-là même qui traînait dans nos palais, ici. Il a fallu l'ère Assimi Goïta pour chasser cette merde-là de nos palais présidentiels. Ce idiot avec l'accès libre à nos palais. Un menteur, un corrompu et un vendu. Patrice Talon, c'est un homme d'affaires? En fait, après le coup d'État de juillet 2023 au Niger, la jeune Nigérienne n'a jamais accepté le fait que le Bénin fasse partie des pays qui souhaitaient l'intervention militaire prônée par la CEDEAO. Voilà un valet de l'Occident qui dit une vérité et en même temps qui conteste la parole. Je sais que le direct est attaqué. Il vous appartient de faire en sorte que moi, je fais ce que j'ai à faire. Vous faites ce que vous avez à faire, c'est-à-dire sécuriser le direct par tous les moyens. Il dit que le Bénin n'a jamais accepté le fait que, le Niger n'a jamais accepté le fait que le Bénin soit parmi les pays qui veulent une intervention militaire. Mais quand vous avez écouté cette canaille, cette merde de député béninois, il n'a jamais parlé de l'intervention voulue, orchestrée, ordonnée par le Bénin. Mais voilà, Serge Daniel qui vient parler de ça ici. Mais pourtant, quand vous écoutez les députés béninois, vous avez l'impression que Patrice Talon, c'est l'ange qui a été envoyé par Dieu lui-même pour sauver le peuple du Niger. Ça, c'est pas moi, c'est Serge Daniel, vous l'avez écouté. Mais je pense que Serge Daniel, c'est un menteur parce que le Bénin n'en veut pas, le Niger n'en veut pas au Bénin parce que le Bénin voulait intervenir. D'ailleurs, le général a répondu à la CEDEAO. Si vous voulez attaquer le Niger, ce ne sera pas une promenade de santé. Donc tous les pays étaient directement interpellés. Et le Mali et le Burkina avaient décidé d'apporter main forte au Niger en cas d'agression sur le Niger par la CEDEAO. Donc, en réalité, il ment ici, Serge Daniel. Le Niger n'a jamais... Ce que le Niger, par contre, n'a jamais accepté, c'est le fait que le Bénin ait amassé des troupes à sa frontière. Ça, il n'a pas accepté. Déclarer vouloir attaquer un pays, c'est une chose. Amasser des troupes à la frontière de ce pays, c'est autre chose. Donc le Bénin était prêt puisque le Bénin avait reçu armes et munitions de la part de la France. Tous les pays contributeurs de troupes avaient été dotés en armes et munitions, plus soutien financier par la France. Tous les pays. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana, le Bénin, et je crois que la Guinée-Bissau aussi de Oumarou était dedans. Tous ces États, ils sont tous passés prendre leur caisse d'argent, les chefs d'état-major sont passés prendre leur valise d'argent à Abidjan. C'est Alassane Ouattara qui était le coordinateur. Ça là, on n'a pas besoin de mentir, les preuves ont été sorties, on a vu tout.
Ce que le Niger n'a jamais accepté, c'est le fait que le Bénin ait amassé des soldats à sa frontière. C'est ça, une réalité. Ok, ça c'est un premier point. Je voudrais que vous gardiez ça en tête, parce que, et puis on va revenir encore ici. On revient maintenant, on va revenir en arrière, ici. On va revenir ici maintenant. C'est ici. Ah, on va revenir ici, c'est pas précis, hein. Écoutez ceci. Vous allez écouter ça encore. On va revenir encore. Écoutez Nous ça. avons donné également Qui parle? notre approbation pour les formalités de mise en œuvre du pipeline qui conduit le pétrole nigérien au Bénin et pour être chargé sur la... Vous voyez toujours, moi, j'ai un problème sérieux avec les politiciens manipulateurs. Ce monsieur-là, ce président-là, c'est le plus grand président manipulateur et corrompu de l'Afrique de l'Ouest. C'est un corrompu, un vendu et un manipulateur. Ce qu'il dit ici, je vous en prie, n'écoutez pas Keïta, ne croyez pas en Keïta. Ce qu'il dit ici, il fait de la manipulation. C'est pas vrai. On va réécouter ce qu'il dit. Nous avons donné également notre approbation pour les formalités de mise en œuvre du pipeline qui conduit le pétrole nigérien au Bénin et pour être chargé sur la plateforme de Sémé. D'accord. Là où moi je vais épingler cette merde, cette canaille de président de menteur là. Vous avez bien écouté, hein? Nous avons donné notre approbation, la formalité, le pétrole nigérien pour être, le pétrole nigérien pour qu'il vienne au Bénin et peut être chargé au port de Bénin. C'est ça qu'il dit, hein. Mais alors, moi, je vous pose une seule question. Pourquoi à la conférence de presse avec le ministre béninois, c'est l'ambassadeur de Chine au Bénin et le représentant de la société chinoise, c'est avec eux là qu'ils ont fait leur conférence de presse. C'est avec eux qu'ils ont fait les négociations. Où était alors la partie nigérienne? Puisqu'on prétend que c'est le pétrole nigérien, c'est le Niger. Je vous ai toujours dit, une fois que la goutte tombe dans le tuyau, ce n'est plus pour le Niger. La goutte qui tombe est déjà facturée. On peut détester Keïta, on peut haïr Keïta. J'ai dit, il y a des domaines sur lesquels ne vous hasardez pas avec moi, sinon vous allez laisser votre plume. Je vous ai dit ici, et ça ne regarde pas le Niger. Le Niger s'est porté garant, puisque c'est le Niger qui vend. Et comme, pour faciliter les négociations entre États, le Niger a été impliqué. Mais en réalité, c'est la société chinoise. On dit même, on va mener ça sur le marché international. C'est faux, ça va pas sur le marché international. C'est embarqué au Bénin directement en Chine. Quel marché international? C'est en Chine, c'est traité, et puis les Chinois, ils vendent ça entre eux là. Ça va où? Ça va nulle part? Est-ce qu'on vous a montré un marché où c'est le marché du pétrole? On vous a montré ça? Même la Russie qui est première puissance pétrolière et gazière dans le monde devant l'Arabie Saoudite et tout là. Vous avez vu? La Russie, tu viens acheter, là, le pétrole de la Russie, ça fait comment? Le gaz, et puis le pétrole de la Russie, c'est comment? C'est parce que les Allemands ont fait Nord Stream 1, Nord Stream 2. Ils sont allés là où se trouve la source du gaz là. Ils ont mis leur chose là-bas, leur gazoduc là-bas, jusqu'en Allemagne. Quand l'Angleterre et puis l'Ukraine, ils ont fait sauter Nord Stream 2. Poutine a dit quoi? C'est pas mon problème. Nous, on n'a pas construit. Et même le pipeline là, le Bénin n'a pas mis, et je dis ça fout là. Le Niger n'a même pas mis un centime dedans. Parce que cette histoire de pétrole là, c'est comme ça que ça se fait dans le monde. Je vais vous donner un autre exemple. Comment on appelle ça? Il y a deux gazoducs en ce moment. Un pour le Maroc, l'autre pour l'Algérie. Alors, vous croyez que c'est le Nigeria qui est en train de financer le gazoduc là qui va quitter au Nigeria pour aller au Maroc? Non. C'est le Maroc qui achète ça avec le Nigeria. Et le Maroc, c'est le Maroc qui finance à 100% le gazoduc là, c'est-à-dire les pipelines, les tuyaux dans lesquels le gaz va circuler du Nigeria au Maroc. C'est le Maroc qui finance. Le Nigeria ne met pas un centime dedans. C'est la même chose avec l'Algérie. L'Algérie fait transiter par le Niger.
Donc, le Niger aura un pourcentage sur le gaz algérien qui va passer sur le territoire nigérien. Mais en aucun moment, le Niger, quels que soient les changements de régime, quelles que soient les tensions entre le Niger et l'Algérie, en aucun moment, le Niger ne va bloquer le gazoduc. Jamais. C'est ce que le Bénin a fait. Donc le Bénin a renié sa propre signature. La question ici, ils mentent tous. Pétrole nigérien, pétrole ceci. Non, ce n'est le pipeline là. Le Niger n'a pas un centime dedans. C'est la société. Le Niger devient tout simplement. Le Niger dit quoi? Les Chinois, on est d'accord? Le Niger est d'accord. Nous, vous voulez exploiter, d'accord, on devient associé. C'est comme chose, ça veut dire, le code minier, c'est la même chose que le Mali a fait. Ça veut dire quoi? Le Mali dit, avant, c'était l'histoire de 10%. Le Mali dit, ce n'est plus 10%. Quand vous venez vous découvrir, vous allez exploiter, le Mali dit, d'accord, la première exploitation, d'abord, le Mali a 20%. C'est un exemple que je donne. Et maintenant, quand ça va sur le marché, ça veut dire, vous, le Mali a un premier 20%. Et puis, il y a un autre 15% ou un autre 20% encore, je ne sais pas trop comment ils ont dit, je connais pas, mais à peu près quelque chose comme ça. Donc, le Niger dit, attention, vous n'allez pas tout prendre. Nous serons actionnaires dedans. Donc, le Niger devient actionnaire avec la société chinoise. Mais c'est la société chinoise qui détient la majorité des actions. Et c'est elle qui finance. Et c'est elle qui entreprend. Seulement le Niger dit, je ne serai pas perdant. Il faut que j'ai ma part dedans. Ils sont tombés d'accord sur un pourcentage qui revient de droit au Niger. Évidemment, dans son attitude, l'idiot, il croit qu'il peut mettre la pression, alors que le Premier ministre, c'est attention, c'est un chevronné, c'est une tête pleine. Vous croyez que Tiani, il allait le chercher pour rien? Quelle était la fonction de Lamine Zen avant d'être Premier ministre? Renseignez-vous, quelle fonction il occupait. Il connaît, dans ce domaine-là, il maîtrise mieux que Patrice Talon. C'est pourquoi il a dit, nous, on va pas intervenir. On va laisser la société chinoise gérer ça avec vous, les Béninois. Nous, on n'a rien à voir dedans. Quoi qu'il en soit, on va pas ouvrir notre frontière pour des raisons sécuritaires, ce qui est totalement vrai. Maintenant, quand les gens ont commencé à parler, le résultat qu'ils cherchaient, ils ont perdu ça. Le soutien qu'ils voulaient, la population a dit non. Donc Patrice Talon a perdu la première, je dirais pas la première bataille, mais il a perdu le premier combat pour la simple bonne raison que il y a un document, parce que on dit bon d'accord, on va laisser le document aux avocats, aux juristes de l'État béninois de regarder les clauses du contrat. Ce que Talon veut faire, est-ce que juridiquement c'est possible? Parce que quand les Chinois viennent investir dans votre pays, ils prennent toutes les dispositions pour protéger leur investissement. Donc, il y a une juridiction internationale qui veille sur les financements étrangers dans les pays. Cette justice, elle est là. C'est une justice internationale. Je crois une justice, la justice internationale d'arbitrage. Quelque chose comme ça. Donc, cette justice-là existe. S'il y a un conflit entre deux États, un conflit entre un partenaire et un État, la Cour de justice là est saisie automatiquement, avec tous les documents et preuves à l'appui. Si vous perdez, si vous ne faites pas attention, vous perdez le procès, les Ivoiriens peuvent se rappeler le ministre Thierry Henry, je crois. Il était chef de cabinet d'Alassane Ouattara, il était le directeur d'une banque au Bénin. J'oublie le nom de la banque au Bénin, l'Ivoirien là, il est un peu métissé comme ça. Et puis, il a fait réaliser tellement de profits énormes que quand il partait, la banque s'est sentie frustrée et la banque dit qu'il a enregistré des pertes. Donc, il décide, pendant qu'il était encore, il travaillait avec Ouattara, il était toujours dans la banque et puis on l'a licencié. Il a porté plainte. Et quand il a porté plainte, d'abord c'était au niveau de la Côte d'Ivoire, je crois bien,
Il a gagné face à la banque. Et la banque devait lui verser, c'était beaucoup, c'est des centaines de milliards, je vous dis. Pour une seule personne, moi je dis, wow, si on retire ça de l'argent de la banque là, combien vont rester? La banque, elle a refusé. Elle dit qu'elle n'est pas d'accord. Maintenant, la banque prend l'affaire et puis la banque, je ne sais pas si c'est la banque ou bien lui, ils vont se retrouver devant cette juridiction internationale. Je crois que c'est à Londres. Ils vont là-bas. Après le délibéré, ils ont frappé la banque. C'est-à-dire que l'argent que on avait demandé de lui donner. En Angleterre, en Europe, là-bas, ils ont multiplié ça par 2. Je crois que c'était une histoire de 50. Ils ont multiplié. Et le monsieur s'est retrouvé, je ne sais même pas jusqu'à sa mort s'il pourra finir de manger cet argent. La banque doit lui payer ça. Et si la banque ne paye pas, ils vont saisir tous les avoirs de la banque à travers le monde. Et la banque s'est engagée à payer à ce monsieur-là. C'est-à-dire, il travaille pas, le gars là. L'avenir de, en tout cas, je ne sais pas comment il va devenir pauvre, mais ça, l'argent, en tout cas, c'est pour lui. C'est la même chose. Quand vous faites des bêtises, Patrice Sabouka, je regarde Serge Daniel, cette canaille, cette merde-là, il dit c'est un homme d'affaires qui sait ce qu'il veut. Il ne connaît rien. Sinon, il ne va pas prendre ce risque-là. Parce que l'État béninois allait payer l'argent aux Chinois pendant 10 ans sans finir de payer l'argent. Si les gens voulaient frapper. Donc, ils ont présenté des situations. Vous voulez qu'on aille au procès? On ira au procès. C'est votre signature, monsieur le président. Vous voulez qu'on aille au procès? On ira au procès. Auquel cas, ouvrez la frontière. Maintenant, voilà la technique qu'ils ont fait. Après avoir été humiliés, après qu'ils se soient ressaisis, ils disent, voilà, attends, hein, c'est pas fini. Voilà ce qu'ils ont dit ici. Attendez, je vais vous faire écouter. Voilà, écoutons ici. Voilà le ministre. On va écouter le ministre ici. Mesdames et messieurs les journalistes, bonsoir et bienvenue à ce que le ministre d'Anime pour nous parler de ce de la scène ici. La maison mère de la Cour des Lieux, en charge de la construction et l'exploitation du pipeline. Écoutez bien. Mesdames et messieurs, dans le cadre de ce projet, le maire et l'IA ont signé un accord appelé accord bilatéral. Il fixe les conditions générales et présideront à la construction et à l'exploitation du pipeline sur les territoires du Niger et du Bénin. Regardez bien. Qui est à côté du ministre là? Regardez-vous. Regardez-moi. Je mets ça proche de vous. Qui est à côté du ministre? C'est un Nigérien ou c'est un Chinois? Regardez bien. À côté du ministre béninois là, c'est qui? C'est un Chinois. C'est pas un Nigérien, c'est un Chinois. Maintenant, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On risque de me répéter. Le Niger, c'est porté garant. Et c'est le Niger d'État à État pour faciliter les choses. C'est ce qui s'est passé. L'Allemagne et la Russie, ça a été la même chose. État à État. Mais c'est une société allemande qui a financé ça. C'est la même chose. C'est la même chose. Maintenant, selon les dispositions de l'article 3.1 de l'accord bilatéral, le droit de transit du pétrole brut en provenance du territoire nigérien sur le territoire béninois est octroyé à l'État du Niger et c'est en vertu de ce droit que tous les autres accords et instruments juridiques ont été mis en place. Maintenant, il dit c'est en vertu d'un accord que tous les éléments juridiques ont été mis en place. Donc, dans la mesure où il essaie ici de répondre au premier ministre nigérien, Lamine Zen, qui a sorti un seul article. Et même lui, quand vous l'écoutez, vous vous rendez compte que son argument ou son argumentation, ça ne tient pas la route. Il veut faire croire que il y a un seul élément qui a permis ça. Et mais attention, dans la rédaction des différentes clauses de ce contrat, il n'a jamais été dit que si il y a un contentieux politique, un contentieux sécuritaire, un contentieux diplomatique entre le Niger et le Bénin, que le Bénin se réserve le droit de suspendre l'exploitation du pétrole sur son territoire. Cette disposition, cette clause n'existe pas dans le contrat. Donc tout ce qu'il va raconter, ce petit ministre-là, c'est un menteur, c'est un égaré, c'est un pervers. Je le dis, parce que pour moi, quand vous êtes un idiot, vous êtes un idiot. Il faut reconnaître la vérité. Dans un contrat, s'il n'est nullement signifié que au regard de telle ou telle attitude,
telle ou telle disposition peuvent être prises. Mais si on dit au contraire que rien ne viendra perturber l'approvisionnement, l'exportation, et puis vous venez, et puis vous mettez un coup de frein, mais vous savez, il y a un problème. Parce que dans les clauses du contrat, nullement il n'a été dit que, au regard des différends qui pourraient exister entre les deux États, le Bénin se réserve le droit. Et ça, ce n'est pas dans les clauses du contrat. Ça n'existe nulle part. Si cela existait, pour dire le Bénin se réserve le droit de suspendre l'exploitation du pétrole. En ce moment, la décision de Patrice Talon serait justifiée. Il peut alors bloquer l'exploitation du pétrole. Il n'y a rien, fouille à la banakumate. Mais, quitte là. Tant que, je te l'ai quitté là. Tant que cela n'est pas fait, tant que cela n'est pas dit, tant que cela n'est pas inscrit, on ne peut pas, on ne doit pas, on ne peut même pas l'imaginer. Maintenant, si Patrice Talon veut le faire, quelles que soient les acrobaties juridiques, devant n'importe quelle juridiction internationale d'arbitrage, il sera condamné. Bon, ben, on essaie de nous attaquer. Hein? Vous avez vu, hein? On a essayé. Je vais remettre mon truc là. J'étais obligé de, voilà. Je nous ai balancé sur, j'ai essayé d'attaquer le direct. Alors donc, comme je le disais, on va clore avec ce chapitre-là. Donc, nulle part, Patrice Talon, quel que soit ce qu'il va dire, où il ira, il va perdre. Il ne peut pas gagner parce que le droit n'est pas avec lui. C'est le mensonge. Nulle part, je le dis, nulle part, dans une clause d'un contrat, il y a toujours des dispositions qui permettent de prendre des décisions. Ça peut être un avenant, ça peut être une révision, ça peut être un amendement, mais tant que cela n'est pas fait et que c'est la forme initiale du contrat qui ne dit rien, et puis quand tu viens, parce que l'autre a fermé sa frontière, on s'en fout, c'est pas la même chose. L'autre dit, je ne te fais pas confiance, c'est une question sécuritaire. Le pétrole qui passe là, est-ce que c'est l'homme qui prend pour entrer? Non, ça passe par le tuyau. Est-ce que c'est l'homme qui est dans le tuyau? Ça coule sur le poêlé, non? Il n'y a pas l'homme dedans. Il dit non. Et puis ils ont été clairs, on ne va pas ouvrir notre frontière. Maintenant, le ministre, pour laver la honte du visage de Patrice Talon, c'est temporaire, c'est ceci, c'est cela. Mon ami, temporaire ou pas temporaire, nous on s'en fout. Si vous voulez fermer, vous allez vous retrouver devant la juridiction, vous allez dégager, vous allez parler. Les Chinois ne peuvent pas nous amener à ouvrir notre frontière. On a été clair dessus. Il s'agit d'une question de survie, une question de sécurité nationale. Les Chinois ne peuvent pas nous forcer. Ça, ce sera de l'ingérence dans les affaires intérieures du Niger. Et on ne permettra pas à la Chine de venir nous dire d'ouvrir notre frontière avec le Bénin. La Chine n'a pas mandat pour cela. La Chine est un client, ça s'arrête là. Alors, cela nous permet d'ouvrir la deuxième partie de notre intervention sur comment le Niger a humilié les États-Unis à tel point que les Américains humiliés tentent de se justifier. Je vous ai dit que l'ordre nouveau, je vous ai dit que le Sahel va donner une nouvelle orientation au monde. La géopolitique, ça se dessine dans le Sahel et c'est une toile d'araignée qui va s'étendre au reste du monde. Comment un petit pays pauvre, enclavé, désertique comme le Niger peut humilier la première puissance, soi-disant, économique et militaire au monde? Comment un petit pays peut humilier les États-Unis? Ah oui, je vous l'ai dit, les États-Unis ont été humiliés, ils ont essayé de se justifier, ils ont essayé d'éviter de se retrouver devant le Congrès, devant les sénateurs. Ils ont menti, ils ont menti, ils ont menti et menti. Je vous l'ai dit, ici c'est un ordre nouveau. Ici, c'est le Sahel. Et le Sahel, on ne permettra pas. Alors donc ça c'est le Sahel. C'est le Niger. Comment le Niger est arrivé à humilier les Américains?
Qu'est-ce que le Niger a fait? Keïta, toi aussi, tu exagères, bien, on te fait confiance, mais ici, là, Keïta, comment le Niger peut humilier les Américains? Hein? D'accord? Keïta parle pas beaucoup. Keïta vous invite seulement à être popo dipo, à être patient, et puis écoutez. Ça, c'est mon dame, ça. Fura in ka ɲi kosɛbɛ. Fura in tɔgɔ de ko Damisa. Kabini ne ye fura in sɔrɔ waati min na, n lafiyara. Ne dɔ banna dɔrɔn n bɛ taa dɔ ta. K'a daminɛ mɔgɔ joli sira bɛɛ lajɛlen fura in bɛ boli a bɛɛ lajɛlen na. Mɔgɔ bɛ filɛ i niyɔrɔ dumuni ma nka i niyɔrɔ kuma i tɛ fili o ma. Ne yɛrɛ de ye sinafɔkɛ ye. A ye fɛn o fɛn fɔ fura in na a bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye. N ko don dɔ la ne dɔnbaga dɔ y'a terimuso su ka kɛ ne ka fura in kan k'a k'a san. Musokɔrɔba ko ale dan t'a denmuso ka kɔnɔdimi in ban cogo la tuguni. Nka a dara la don kelen a ye bidɔn 1 san. O kɔfɛ a nana bidɔn 5 de san. Sisan ne n'o kɛra teri ye k'a sababu kɛ Ala ni den in furakɛli kama. Ala barika la bi ne y'a ye jamana ɲɛmɔgɔ sera ka papier ta k'a di an ma n'an ka ma ko carte professionnelle. O tɛ kɛ gansan. Ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn. Fura in bana mana k'i farikolo fan o fan fɛ a bɛ don k'a sama ka bɔ farikolo la pewu k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolo cogo. Damisa fura lakika don. O kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya i n'a fɔ diabète ani tension ka an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye. K'o fara Damisa ko in kan ni Ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ. Ko ne ko anw ma mun yɔrɔ ka jan. Sinafɔkɛ a ka telefɔni numéro bɛ sɔrɔ. Mun ye n balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ. O tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye furako in ye fo ka taa se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka sinafɔkɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49. N'o ka gɛlɛn maa min ma i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Janginɛbugu bɔlɔfantɛrɛn yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye. I mana sinafɔkɛ ɲininkali kɛ maa o la bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ yira la. Alors, c'est notre espace Damsa. Vous savez, il y a une ambassadrice, je crois, française, qui est passée devant la commission, je ne sais pas quelle commission du Sénat. Est-ce que vous savez que on lui posait des questions sur cette histoire des sentiments anti-français, panafricanisme. Est-ce que vous savez que la dame là, elle a indirectement mentionné mon nom au Sénat français. Ça, je vous le dis, à cause de Damsa. Elle dit, il y a un, il est dans panafricanisme, et puis après, ils vend les produits pour lutter contre le cancer, tout ça. Elle allait dire mon nom là-bas, devant le Sénat français. J'ai ri jusqu'à j'ai dit, c'est pas vrai. Il dit, Keïta, Dieu t'a mené jusque chez les petits blancs là-bas. Donc, madame, je sais que tu regardes mon intervention. Merci de faire ma publicité. S'il y a des sénateurs qui sont malades, sénateurs français, si vous avez le cancer, il n'y a pas de problème. Je vous donne mon numéro. Si vous avez coco, hémorroïdes, interne, externe, je vous en prie, prenez mon numéro. Si vous avez l'hépatite B, si vous avez le VIH/SIDA, contactez-moi. Parce que quand on va parler de Keïta au Sénat là-bas, c'est faux. Allez-y chercher la vidéo de la dame. J'ai regardé jusqu'à j'ai oublié de vous faire écouter, tellement ça m'a fait rire. Elle dit, là, il est trop fort. Il parle de politique jusqu'à il peut après rentrer dans faire des médicaments. J'ai dit, tiens! Et puis elle a commencé à parler, j'ai dit, waouh. Donc Damsa est arrivé loin, jusqu'en France là-bas, au sommet là-bas. Alors, ça je vous jure, hein, c'est pas un jeu, c'est la vérité. Et je crois que c'est quelqu'un même qui m'avait, je sais pas si c'est quelqu'un qui m'a envoyé la vidéo, mais vous pouvez aller regarder. Oui, c'est quelqu'un qui m'a envoyé la vidéo, je me rappelle. Vous pouvez aller regarder. La dame là même, j'oubliais, elle est ambassadrice quelque part. C'est elle qui a été mandatée, je crois, pour revoir comment ils appellent ça, la communication de Quai d'Orsay, hein, de l'Élysée, de Matignon, tout ça, pour revoir leur communication en Afrique, selon eux. Bon, moi personnellement, dans son truc, il cite Kémy et puis Nathalie. Mais quand il s'agit de nous, et là, c'est avec subtilité qu'il parle, quoi.
J'ai commencé à rire. J'ai dit, c'est pas vrai. Alors, parce qu'elle disait que Kémy Séba dit qu'il reconnaît qu'il a été payé par l'Iran, le Hezbollah, et puis après elle est venue parler de Keïta, tout ça, son produit d'Amsa. J'ai dit, ça, tu n'as rien vu encore. Toi, vieille femme là, si tu as besoin de produits, faut appeler Keïta, on t'aide avec. Alors, donc, évidemment, le Damsa, je vais vous donner un petit exemple. D'abord, je suis très heureux. Je suis un homme comblé parce que tous ceux aujourd'hui qui ont reçu nos produits, il faut rester modeste, mais je remercie Allah pour cela. Tous ceux-là aujourd'hui, les retours sont très, 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 très positifs à tous les niveaux. Alors, ça, j'en suis fier et je remercie Dieu pour cela. Maintenant, il y a un cas un peu particulier. Ça, c'est une situation qui m'a été posée aujourd'hui. Je vais partager avec vous en espérant que peut-être il y a certaines personnes qui sont dans la même situation. On m'a fait croire qu'il y a une dame qui a subi une opération et que la plaie a du mal à se refermer, la plaie. Ils ont essayé tous les traitements possibles. La plaie n'arrive pas à se fermer, n'arrive pas à se cicatriser. La question que j'ai posée, est-ce que la personne n'est pas diabétique? On me dit non, la personne n'est pas diabétique. J'ai dit, bon, très souvent, les analyses ne montrent pas tout. Mais si vous voulez, on peut vous mettre sous traitement diabétique. La personne dit non, la personne n'est pas diabétique. Donc, ce que je voulais dire ici, c'est quoi? Souvent, vous pouvez venir avec des analyses qui ont été faites par des médecins, par des spécialistes par rapport à telle ou telle pathologie. Bon, moi, la plupart du temps, ce que je fais, c'est que quand je vous propose un traitement, je fais accompagner toujours le traitement par le 12. Pour être certain que même s'il y a quelque chose que vous ne dites pas, le 12 peut intervenir à tous les niveaux. Voilà, ce n'est pas forcément... bon, quelqu'un qui a une plaie qui ne guérit pas, vous n'êtes pas diabétique, c'est compliqué. Si c'est pas sorcellerie, c'est quoi? Et dit, bon, ben, c'est pas un souci. Dans tous les cas, on va faire une proposition. Et puis, on a une pommade. La pommade que nous avons, c'est une pommade pour traiter les infections et les plaies cutanées. OK? Voilà. Ça, c'est cette pour quelle que soit, la nature, hein, de l'infection cutanée, la pommade là, pour le moment, je n'ai pas encore vu une infection à ce niveau que la pommade là n'a pas cicatrisé. En ce qui me concerne, en tout cas, toutes les personnes à qui j'ai donné gratuitement, toutes les personnes à qui j'ai envoyé aussi qui ont acheté le produit, toutes les personnes ont eu satisfaction à ce niveau. Alors donc, que ce soit, on va revenir rapidement, que ce soit le VIH-Sida, que ce soit le cancer, que ce soit la drépanocytose, l'anémie, que ce soit l'insuffisance rénale, que ce soit les infections cardiaques ou pulmonaires, pneumonie et autres, que ce soit la prostate, les hémorroïdes, la constipation chronique, douleurs neuromusculaires, que ce soit au niveau de la, comme vous le dites, de colopathie, quelle que soit la nature, à l'exception de la mort, évidemment, par la grâce de Dieu, le Damsa peut jouer un rôle assez significatif quant à vous apporter la guérison par rapport à des inquiétudes, par rapport à des pathologies ou des infections. Donc, très souvent, je parle du 12, qui a des vertus assez particulières que je conseille à tout le monde, surtout ceux qui ont fait les injections de Covid-19, que ce soit une injection de vaccin, que ce soit premier ou deux ou troisième vaccin. En tout cas, si vous avez fait vaccin pour le Covid, je vous conseille fortement le 12. Si vous êtes une mère porteuse, vous êtes en début, je vous conseille aussi fortement le 12. Alors, et puis, le 12, il agit à tous les niveaux, système immunitaire, régénération des cellules, et puis le sang qui est aussi épuré d'une certaine manière, et puis le 14 qui guérit pratiquement les pathologies chroniques, ce que vous appelez maladie, on peut pas guérir, on peut pas trouver la cause, on peut pas, le 14 associé au 12, opère des miracles à ce niveau-là. En tout cas, moi, personnellement, j'en suis fier parce que
Il y a des gens qui viennent souvent vers moi avec des pathologies que eux-mêmes ils ont du mal à comprendre. Mais je vous jure que quand je leur donne la combinaison de deux, souvent je ne donne pas la combinaison, mais très souvent je donne. Pour la simple bonne raison que quand je donne et que vous acceptez d'acheter la combinaison du 14 et du 12, en tout cas, je n'ai pas encore donné ça à quelqu'un et puis la personne soit venue et que le retour soit négatif. Toutes les personnes qui ont reçu cette combinaison, ce cocktail-là, ont vanté les mérites du produit. Donc, franchement, je conseille cela à tout le monde. Et puis bon, le 12S, lui, sa spécialité, c'est le VIH-Sida, l'anémie, la drépanocytose. Ok? Bon, maintenant, vous pouvez dire, est-ce que le cancer, évidemment, qu'on traite le cancer, on traite et on vous guérit du cancer. Mais si c'est à un stade terminal, bon, souvent aussi, les gens, comme aujourd'hui, il y a quelqu'un qui me dit, je crois hier ou aujourd'hui, il me dit, il souffre de, je sais pas, je crois qu'il avait dit la prostate, un truc comme ça. Et il me dit, mais, et la question qu'il pose, c'est de savoir si un seul traitement suffit pour guérir complètement de la prostate. Je dis, bon, ça dépend de la gravité de votre infection ou de votre pathologie. Si vous n'êtes pas sérieusement atteint, un seul traitement, ça suffit, comme la plupart de tous ceux qui nous appellent. Mais quand vous êtes sérieusement atteint, un seul traitement ne suffit pas. Parce que n'oubliez pas que l'organisme, il y a des organismes qui sont vraiment réfractaires, qui sont répulsifs, qui ne sont pas. Même les médecins vous disent, hein, on va vous mettre sous observation. Si votre corps accepte, il n'y a pas de problème. Les médecins disent ça tout le temps. Donc, pour nous, c'est la même chose. Si le corps n'est pas répulsif, le traitement peut faire son effet dès le premier traitement et obtenir des résultats significatifs. Mais si le corps est répulsif, vous allez avoir un début d'amélioration, mais il va vous falloir un ou deux autres traitements, n'est-ce pas, pour avoir une satisfaction complète et totale. Donc, à tous les niveaux, dans tous les cas, vous avez à gagner parce que le DAMSA, même si vous n'allez jamais utiliser le DAMSA et ne pas avoir la satisfaction, quel que soit X-alpha, il y a quelque chose quelque part que le DAMSA va soigner. Ça, c'est une certitude absolue. Donc, à ce niveau, je n'ai même pas d'appréhension. Donc, on vous invite vraiment à faire du DAMSA un compagnon, malade ou pas malade. Ayez le DAMSA avec vous, même pour les enfants. Gaussou, il a commencé à aimer le DAMSA. Parce qu'il y a une façon de faire. Quand je prépare le DAMSA, je le prépare avec du thé. J'ai acheté beaucoup de thé avec différents parfums. Donc souvent, il me dit, ah, papa, ça sent bon. Il dit, oui, il faut boire. Et puis, il boit. Juste pour donner un parfum agréable, il boit. Donc, et depuis qu'il a commencé à boire le DAMSA, c'est fini. C'est un gars qui, à l'école, il venait chaque 2 jours, chaque 3 jours avec des rhumes, avec des toux. Mais depuis qu'il a commencé à boire le DAMSA, c'est fini tout ça. Parce que vous savez, les enfants, ils vont à l'école, ils s'amusent un peu. Hein, surtout, bon, c'est une école privée, ils sont là, il y a une grande cour. Donc, depuis qu'il a commencé à boire le DAMSA, c'est un rythme, je lui donne pas comme une grande personne, mais un tout petit peu. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, je l'observe quoi. Depuis la dernière fois qu'il a bu le DAMSA aujourd'hui, il n'a jamais été malade. Jamais. Il n'est pas de Gaussou. Il va à l'école, il revient, il n'est jamais malade. Tout si tu le vois dormir, c'est qu'il est fatigué, même malade, et je remercie Dieu pour ça. Parce qu'il est venu, il a aimé, je lui ai donné. Donc, le DAMSA, il est bon à tous les niveaux. En tout cas, moi, vous avez vu, il y a un moment où le rhume me fatiguait, vous avez dû constater cela. Mais est-ce que vous le voyez encore? Non. Parce que j'ai fait du DAMSA un compagnon, tous les jours je bois. Et puis, bon Dieu merci, je me sens bien. Et il est bon aussi pour les hommes, hein, surtout pour la libido, c'est bon pour les hommes. Hein. Ça vous met en forme, ça vous met dans les conditions, ça vous donne la puissance optimale. En tout cas, les hommes. Si vous buvez le DAMSA, madame va toujours vous réveiller le matin avec un petit sourire. Ok? Voilà. Alors, que ce soit le diabète, que ce soit la prostate, que ce soit le cancer, que ce soit l'hypertension, et bien d'autres pathologies, par la grâce de Dieu, on peut vous aider, Inch'Allah. Donc, on est toujours en promo. D'ailleurs, tous ceux qui ont passé leur commande, actuellement, j'ai plein de commandes à faire partir ce week-end-là. À un certain niveau de commande, j'envoie le dodo, je le fais gratuit. Mais les gens veulent acheter, bon, ceux qui veulent pas, je fais des commandes qui veulent acheter, c'est autre chose. Sinon, actuellement, le dodo, il est disponible. La plupart de tous ceux qui ont leur commande en attente, hein, quand vos commandes vont partir, certains vont avoir la surprise de voir le dodo
comme bonus. Parce que j'ai écrit dessus votre bonus et merci pour la fidélité. Alors donc, pour dormir correctement, bien vous reposer, le 12, le dodo, l'anxiété, le stress, le rajeunissement, le 12, infection, pathologie, bon ben, le 6 est là, l'hypertension, le diabète, le 14, le 12 combiné, résultat impeccable. Donc faites-nous confiance, parce que c'est un risque énorme de prendre votre santé entre les mains, mais par la grâce de Dieu, jusqu'à la date d'aujourd'hui, on a eu satisfaction. Merci infiniment, que Dieu soit glorifié. Alors c'est le 223, ce qui me concerne par rapport au bonus, par rapport à la promotion qui est toujours en cours avec Keïta. C'est le 223, 72, 77, 47, 88. 223, 72, 77, 47, 88. Si vous êtes intéressé, vous nous faites signe avec des besoins précis. Ne soyez pas trop long. Parce qu'il y a beaucoup de personnes. Souvent, quand je me réveille, puis je vois des vocaux qui sont longs, j'ai dit, il fait 7 minutes, 10 minutes. J'ai dit, mais quand j'ai fini d'écouter ça, là, si je peux faire pour les autres. Oui, mais tu vois, tu regardes, le gars écrit jusqu'à tu dis, tiens. Mais la bande là, et puis j'ai fait les autres. Mais par la grâce de Dieu, on arrive à comprendre ce que les gens disent. Soyez précis et bref. Je vous en prie, hein. Voilà ça, Keïta, et puis je ferai le maximum pour vous répondre. Et puis soyez aussi indulgents. Souvent les gens disent on envoie. Keïta, tu réponds pas, mais pourtant Dieu seul sait que je me bats pour répondre à tous les messages. Dieu seul sait que je fais un effort. Je sais que c'est pas suffisant, mais soyez indulgents avec Keïta, ok? Une dernière fois, c'est le 223, 72, 77, 47, 88. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous accorde la santé, la longévité, la prospérité, la richesse et la gloire. Merci infiniment, faites-nous confiance et par la suite, le DAPSA fera le reste. 223, 72, 77, 47, 88. Merci infiniment. Évidemment, avant de terminer nos émissions, c'est pas maintenant notre émission, on va vous emmener avec le mouvement Biko, c'est pas maintenant, c'est ça pour la fin. Alors, les Américains, que s'est-il passé avec le Niger? Waouh. Les Américains, pourquoi c'est compliqué? Pourquoi c'est compliqué? Attendez, hein, parce que là, vous devez écouter ici. Les Américains, ils ont tout mélangé. Les Américains, tout est nyami. Tout est nyami. Alors, on va écouter ça. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yang. Si on vous demande où sont les hommes en Afrique, répondez qu'ils sont à Niamey, à Agadez, à Zinder, au Sahel. Le Niger vient de chasser l'armée américaine de son territoire. Wow. Cette annonce historique a été portée à la connaissance du public par notre ami, le colonel-major Abdraman Amadou, du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, dans un communiqué diffusé à la RTN. Écoutez bien, tous ceux qui rampent, qui se couchent, qui se font dans leurs culottes parce qu'ils ont peur, écoutez. Au vu de tout ce qui précède, le gouvernement du Niger, prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple, décide en toute responsabilité de dénoncer avec effet immédiat l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la défense des territoires de la République du Niger. Une correspondance diplomatique sera adressée à la partie américaine à cet effet, fait à Niamey le 16 mars 2024. Ok, c'est pas fini, hein? C'est pas fini. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, on va écouter. Deuxième élément. Parce que c'est important. Samantha, bonsoir. Bonsoir à vous, Oleg. Alors, quelles sont ces pressions dont parle Ali Maman Lamine Zeyn, le Premier ministre? Parce que vous savez, les puissances occidentales, entre griffes, ont cette manie, cette habitude, cette fâcheuse manière de faire les choses. Ils se croient tellement supérieurs et meilleurs que nous, peuple noir, qu'ils se croient dotés
d'une responsabilité divine de décider pour nous, de décider à notre place, de savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. C'est à eux de dire, voilà le dirigeant qu'il vous faut, voilà celui avec qui vous pouvez marcher, voilà celui avec qui vous pouvez commercer, voilà celui avec qui vous pouvez échanger. Mais pendant qu'ils nous disent non, 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 eux-mêmes dans notre dos entretiennent des relations avec ces puissances. À la date d'aujourd'hui, vous savez que les Américains sont incapables de rompre toute collaboration avec la Russie quand il s'agit d'aller en haut, dans le ciel. La Russie est le seul pays à la date d'aujourd'hui qui dispose de, comment on appelle ça, d'une station spatiale en haut là-bas, où vous allez vous rester dedans et vous faites ce que vous avez. Même les Américains, ils vont à les Russes. Parce que souvent on dit, ils sont allés. Attention, c'est pas même place. Il y en a qui s'arrêtent en cours de route. Il y en a qui vont devant. La technologie de chacun amène chacun là où chacun doit aller. Mais les Russes, ils sont les champions. Les Américains, ils louent cette spatiale-là, avec les Russes. Et Keïta t'es menteur, je vous en prie, dites, Keïta tu mens. Mais que Dieu vous humilie, parce que quand vous allez chercher là, vous allez voir. Les Américains, jusqu'à la date d'aujourd'hui, quand la Russie voulait rompre ce truc-là, les Américains, vous savez les tracasseries qui se sont déroulées en bas, pour ne pas que ça arrive, parce que si ça arrive, les Américains deviennent aveugles. Ils n'auront plus le contrôle dans le ciel. Et c'est la Russie seule qui détient cette technologie. Donc, ne croyez pas à tout ce qu'ils racontent. Oh, micropuce par là, microprocesseur par là, gna chinois donne ici, il faut, c'est des conneries. Ça dit, ils essaient de ridiculiser. C'est ça, c'est ce qu'on appelle l'offensive diplomatique pour ternir l'image d'un concurrent sérieux, d'un adversaire sérieux. Donc, on veut nous faire croire que la Russie n'a pas les compétences ni les qualités pour faire ça, La Russie a besoin de la Chine, la Russie a besoin de l'Iran, la Russie a besoin... Mais eux-mêmes, Américains, ils ont besoin de la Russie, ils vont jamais dire ça. Mais alors que même ce mois-ci, début de ce mois, il y a eu des cosmonautes américains, je crois il y avait combien d'Américains là avec... je crois qu'ils étaient deux Russes avec 2 Américains. Ils sont partis. Donc la Russie, c'est un pays qui tient à la bonne moralité de ses relations diplomatiques. Elle va jamais dénoncer comme on le voit avec les autres qui se présentent comme des donneurs de leçons. La Russie, il y a longtemps la Russie, mais maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, les Américains payent des centaines et des centaines de milliards de dollars, la Russie a besoin de cet argent. C'est ce que les Occidentaux disent. Mais vous croyez que la Russie a besoin de l'argent de quelqu'un aujourd'hui? Très souvent, moi je regarde, vous savez, ça aussi c'est une confidence que je vous fais, les Américains ont commencé à quitter, beaucoup d'Américains ont déjà commencé à aller s'installer en Russie. Beaucoup ont commencé à quitter les États-Unis à cause de la perversité morale, surtout ceux qui se disent qu'ils sont foncièrement rattachés aux valeurs familiales, aux valeurs chrétiennes. Beaucoup quittent les États-Unis aujourd'hui pour la Russie, qui est sûre pour eux, selon eux, par rapport à l'avenir de leurs enfants, qui ne sera pas perverti par l'homosexualité galopante aux États-Unis. Donc il y a plein qui vont aujourd'hui, qui sont en train de libre domicile en Russie. Mais ceux qui vont en Russie là, ce sont des grosses têtes qui quittent les États-Unis pour aller s'installer en Russie. Donc quand c'est comme ça, Poutine ne leur ferme pas la porte, Poutine les reçoit. Il y en a qui font, il y a plein qui sont actuellement en procédure de demande de nationalité russe. Mais comme le FSB aussi n'est pas, ils font attention à tous ceux qui arrivent, même s'ils sont de bonne foi, ils mènent leur enquête d'abord avant de vous octroyer la nationalité russe. Donc aujourd'hui, ces Américains, ils ont été chassés du Niger, mais humiliés, rabaissés, dénigrés, de par leur propre attitude, mais pas par le Niger. Les Américains, vous allez écouter Samantha tout à l'heure, je vais vous laisser totalement écouter cette dame, et vous allez voir jusqu'où les Américains peuvent aller pour essayer de polir leur image. Parce que le ministre a dit que le Sahel devient le point de départ d'un changement beaucoup plus global. Et le ministre Zen, ce monsieur-là,
je n'ai jamais vu un politicien, à l'exception du capitaine, du général et puis du colonel Assimi, je n'ai pas vu un homme politique aussi charismatique avec un sang-froid impossible, Lamine Zen. Lamine Zen, il a le même caractère qu'Assimi Goïta. Même chose. C'est-à-dire, ces 4 personnalités. Je ne dis pas que notre premier ministre ou le premier ministre Apollinaire. Non, non, non. Je parle du charisme des hommes. Quand vous regardez comment Lamine parle, c'est comme ça qu'Assimi parle. Posé, serré, et puis droit dans leurs bottes. Le capitaine, c'est comme ça. Le général, c'est comme ça. Lamine, le colonel, ils sont tous, les 4 là. Ils ont été moulés dans le même moule. Et puis Dieu leur a donné au Sahel. Lamine vous regarde droit dans les yeux calmement et puis vous descend proprement. C'est ce qu'il a fait les Américains. Écoutez. Nigérien. En tout cas, c'est une interview plutôt embarrassante pour l'administration américaine. Une interview qui intervient aussi dans un contexte quand même particulier pour le Niger, sous pression en raison des tensions frontalières avec son voisin le Bénin. Et ça donne le sentiment, en fait, cette interview, que les autorités du Niger déballent, ont envie de tout déballer et de dire leur vérité. Alors, une interview embarrassante pour l'administration américaine, parce qu'il faut se souvenir aussi que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, lors de sorties médiatiques récentes même, martèle que les États-Unis ne sont pas là pour donner des leçons à leurs partenaires africains, mais pour établir des relations équitables. Il faut recontextualiser, puisque la dénonciation de l'accord militaire liant le Niger aux États-Unis et signé en 2012 est intervenue en mars dernier. Et quelques temps après, les États-Unis ont donc envoyé dépêcher une délégation de très haut niveau à Niamey, une délégation dirigée par la haute représentante du département américain pour les affaires africaines, Molifi, et les choses se sont très mal passées. Le Premier ministre du Niger l'explique dans cette interview du Washington Post. Il affirme que la représentante américaine a manqué de respect à la transition, elle a offensé cette transition et elle a menacé donc de sanctions le Niger si ce pays acceptait de vendre son uranium à l'Iran, et elle a averti aussi contre les nouveaux partenariats, donc avec l'Iran, mais aussi là aussi, on va voir justement la réponse cinglante du Premier ministre nigérien à cette représentante américaine, relayée donc par le Washington Post. Premièrement, vous êtes venu ici nous menacer de notre pays, c'est inacceptable. Et vous êtes venu nous dire avec qui nous pouvons avoir des relations, ce qui est également inacceptable. Et vous l'avez fait avec un ton condescendant et un manque de respect, aurait alors répondu M. Zeyn. Alors cette visite est intervenue dans un contexte de tension déjà qui était accrue entre le Niger et les États-Unis, et cette visite s'est transformée en camouflé. Et pourtant, la représentante américaine n'était pas venue seule. Elle était accompagnée par du lourd, le patron de l'Africom, le commandant américain militaire donc pour l'Afrique, le général Michael Langlais, mais accompagné également du secrétaire adjoint à la défense pour les questions de sécurité internationale. Et l'idée, c'était quoi? Eh bien, c'était de tenter de maintenir une porte ouverte pour préserver justement cette présence militaire américaine sur le sol nigérien. Et finalement, eh bien, ça n'a pas été possible puisque les États-Unis ont accepté en avril dernier donc de retirer leurs troupes. C'est un départ qui est toujours attendu. Et donc, Samantha, avec toutes ces informations qui refont surface, comment réagit-on côté américain? Alors justement, on apprend dans le Washington Post qu'effectivement les États-Unis ont réagi. Donc le Washington Post qui relaie le point de vue américain par l'intermédiaire d'ailleurs d'un représentant officiel qui s'est exprimé sous couvert de l'anonymat, et on apprend que les États-Unis réfutent toute idée de pression, toute idée de menace et affirment avoir effectivement proposé un choix au Niger. Et regardez. Le message adressé au CNSP en mars était une position coordonnée du gouvernement américain, délivrée de manière professionnelle, en réponse à des préoccupations légitimes concernant l'évolution de la situation au Niger. Le CNSP s'est vu proposer un choix, et non un ultimatum, quant à savoir s'il souhaitait poursuivre son partenariat avec nous, dans le respect de nos valeurs démocratiques et de nos intérêts en matière de sécurité nationale.
Alors, le gouvernement américain qui aurait donc laissé le choix, selon sa version, au Niger, le Niger qui a choisi son camp, le camp du souverainisme, de l'indépendance, de valeurs du panafricanisme, finalement, que les États-Unis semblent toujours ignorer, les États-Unis qui affirment toujours que leurs soldats vont quitter le Niger dans quelques mois et discutent avec les autorités de la transition pour établir les contours de ce retrait en vue d'un redéploiement d'une partie des 1000 hommes dans un autre pays, probablement la Mauritanie. En Samantha, entre autres, le Premier ministre nigérien a livré ses frustrations dans le domaine de lutte antiterroriste. Que reproche-t-il exactement aux États-Unis de ce côté-là? Le Premier ministre du Niger reproche aux États-Unis, je le cite, un silence radio à un instant T lorsque les autorités de la transition ont demandé une aide supplémentaire, un soutien supplémentaire aux Américains. Et le dirigeant nigérien explique que le Niger ne se serait pas tourné vers la Russie si les États-Unis avaient répondu favorablement à leur demande, à savoir la livraison d'équipements tels que des drones, un système de son partenariat avec le Niger, et le dirigeant nigérien dénonce. D'abord, je voudrais saluer un ami, Zongo Paul, avec sa famille du côté de Burkina Faso. Mon frère Zongo, bien de choses à la famille. Heureux de savoir que vous êtes en train de me suivre en ce moment du côté de Burkina Faso. Heureux aussi de savoir ces milliers de personnes qui me suivent à partir de Niamey, de Niger, Agadez, sur l'ensemble du territoire, sans oublier le Mali, le Burkina, sans oublier évidemment les autres parties de la planète Terre où nous vivons tous. Alors, vous avez écouté Samantha, les Américains, qui veulent nous dire ce que nous... Mais attendez, ça ne vous rappelle rien? Les mêmes Américains avaient demandé à l'époque à Nana Addo Akufo, à l'époque président de la CEDEAO, d'inviter Assimi Goïta à Accra, au Ghana. Arrivé à Accra, le président Addo Akufo du Ghana fait entrer des émissaires américains pour rencontrer le colonel Assimi Goïta. Et ceux-ci de lui proposer des noms de Maliens qui seraient président et premier ministre. Ce n'est pas la première fois. C'est pourquoi je reviens toujours sur ce petit Tchadien, ce petit raté-là qui croit qu'il connaît quelque chose, quand je disais que les Américains sont en train d'utiliser Succès Massara. Et je ne sais pas trop ce que ça va aboutir. Dans tous les cas, les résultats définitifs, je crois, ont été prononcés aujourd'hui. S'il n'a pas fait de recours, puisqu'il n'a pas financé sa propre campagne, et tout le monde sait d'où l'argent est venu. Évidemment, quand c'est votre propre argent que vous investissez dans quelque chose qui ne marche pas, vous allez vous battre pour savoir pourquoi ça n'a pas marché. Mais si vous ne faites rien, c'est que l'argent, peut-être que ce n'est pas votre argent, l'argent est venu quelque part comme ça, c'est un don, c'est une aide, donc ça ne vous dit pas grand-chose. Donc c'est ce qui explique peut-être son silence. Sinon, il aurait dû porter plainte devant je sais pas si c'est la Cour constitutionnelle pour faire des réclamations, puisqu'il dit qu'il a gagné. Et pourtant, les résultats officiels disent que c'est Dibi Kaka qui a gagné. Et on attendait qu'il réagisse. Est-ce qu'il a réagi? Il n'a pas réagi, on ne sait pas trop. Alors, on revient sur les Américains. Voilà l'attitude des Américains, qui prennent malin plaisir à vouloir dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Et ils disent, ils font un choix. Depuis quand un pays africain a présenté un choix aux Américains? Depuis quand nous nous sommes immiscés dans la politique, ne serait-ce que le terme choix? En quoi est-ce que la politique intérieure du Niger interpellera les Américains au point de faire un choix? Un choix pourquoi? Ceux qui ont pris le pouvoir là, ils ne sont-ils pas assez adultes, responsables, conscients des enjeux? Les raisons pour lesquelles ils ont pris le pouvoir, ils le savent mieux que vous, Américains, qui proposez un choix. De quoi vous vous mêlez jusqu'au point de présenter un choix, de présenter des alternatives? Et le Niger a dit, si les Américains avaient honnêtement répondu
à leurs attentes, peut-être qu'ils ne seraient pas allés vers la Russie. Mais ce n'est pas aussi évident que ça. Parce que vous ne pourrez pas rester avec, même si les Américains avaient donné des armes au Niger. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ce ne sera jamais suffisant. Alors, on va terminer avec ça. C'est également un deux poids deux mesures en matière d'aide internationale sur le plan sécuritaire. Écoutez. Écoutez, hein. Les Américains sont restés sur notre sol sans rien faire pendant que les terroristes tuaient des gens et incendiaient des villes, a déclaré Zéine. Ce n'est pas un signe d'amitié de venir sur notre sol et de laisser les terroristes nous attaquer. Nous avons vu ce que les États-Unis font pour défendre leurs alliés. Nous l'avons vu en Ukraine ou en Israël. Alors, par ailleurs, on apprend que le Niger a également proposé un nouvel accord pour régir le statut des soldats américains, un accord qui a été rejeté par Washington. Et il faut rappeler. Mais pourquoi les Américains ont rejeté l'accord? Parce que l'accord rendait les Américains responsables de toutes les bavures qu'ils vont commettre. Parce que les Américains, aussi bien que les Occidentaux, quand ils viennent chez vous, ils disent qu'ils doivent être exempts de toute, c'est-à-dire que de toute erreur. Un soldat américain peut commettre une erreur, c'est-à-dire tuer quelqu'un peut-être par mégarde, tuer quelqu'un par erreur. Il ne doit jamais être jugé. Alors que dans la nouvelle formulation de la présence américaine, on dit toutes les bavures qui seront causées par les Américains, ils devront être tenus responsables de toutes leurs actions. Ils veulent pas ça. C'est ce que Alassane Ouattara est en train d'accepter aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est ce que la Mauritanie est en train d'accepter. Alors, comment l'Afrique peut se développer quand vous avez des présidents aussi inconscients jusqu'à ce point? Ces gens-là prétendent venir nous aider. Alors que le véritable ami, on le reconnaît pendant les moments difficiles. Le Niger a traversé des moments difficiles. Pourtant, les Américains avaient leur base ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement pour aider l'État du Niger? Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement pour soutenir l'État du Niger? Rien. Rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour soutenir le Niger? Rien. Et le Niger dit désormais pour rester sur notre territoire, voilà les conditions que nous on impose. Les Américains, ils disent non, on ne veut pas. Ils ont le droit. Ils ont le droit de refuser. Alors, dès qu'on rédige le contrat de sorte que ils refusent. Et s'ils refusent, juridiquement, ils ne peuvent plus rester. Ça aussi, c'est une intelligence de l'homme noir. Sinon, on peut assouplir les conditions de leur présence au Niger. Mais on a rendu les conditions difficiles. De sorte que quand ils vont regarder, ils se disent, on ne peut pas rester. Si on reste ici, là, c'est un piège. Parce que les Américains vont jamais tolérer à l'administration Biden si un Américain est arrêté, jugé et condamné dans un pays hors des États-Unis. Ça, aux États-Unis, ils n'acceptent pas ça. Aux États-Unis, ils ne conçoivent pas ça. Un Américain arrêté par un pays, jugé et condamné, c'est la Russie, la Chine qui peut faire ça. Si c'est notre pays, là, tu as tous les problèmes du monde. Il y a ce mois-ci, il y a un soldat américain qui a été arrêté en début de mois. Il a été arrêté en Russie. Il a été jugé et condamné par Poutine. Maintenant, quand ils font ça là, c'est qu'ils savent qu'ils ont des Russes qui sont déjà en captivité. Donc, il y a des négociations intenses parce que le Congrès va mettre la pression sur l'exécutif, c'est-à-dire que sur l'administration Biden, pour qu'il fasse tout pour libérer le soldat américain. Les parents du soldat américain, les journalistes, l'opinion nationale américaine va mettre la pression sur l'administration. En mettant la pression sur l'administration, ils seront obligés de faire des concessions. Ça veut dire qu'à cause d'un seul soldat américain, ils vont libérer au moins 10 Russes qu'ils ont arrêtés. Voilà comment la Russie et la Chine ont compris le mécanisme, comment fonctionnent les États-Unis. C'est pourquoi c'est rare de voir des... Quand on arrête un citoyen russe là, Vladimir Poutine, il dort, il n'est même pas payé, il s'en fout. Parce qu'il sait qu'il va attraper un Américain. Un Américain les Américains, ils sont, même si c'est 10 Russes, 20 Russes, ils vont libérer à cause d'un seul, ils vont le faire. Parce que s'ils font pas ça, ils savent ce qui les attend dans leur pays. C'est la même chose avec la Chine. C'est la même chose. Alors, donc, aujourd'hui, le Niger nous a fait honneur.
Aujourd'hui, le Niger a mis la barre haute dans le Sahel, dans le Liptako Gourma. Et vous croyez que le contrat que le Niger a présenté aux États-Unis, vous croyez que le Burkina n'a pas une copie du contrat, le Mali n'a pas une copie du contrat, restez tranquille, ils ont ça. Donc nous savons désormais, le Mali a pris bonne note, le Burkina a pris bonne note, chacun à son niveau fera une analyse et savoir comment proposer aussi si une telle situation se présentait. Donc on n'a plus besoin de leur dire partez. On dit non, on va revisiter tout simplement le contrat. On va renégocier le contrat. C'est ce que le Tchad a fait. Pourquoi le Tchad fait ça aujourd'hui? Parce que le Tchad a découvert que les Américains sont en train de le trahir. Enfin, quand je dis le Tchad, je parle de Dibi Kaka. Il s'est rendu compte que les Américains sont en train de le trahir. Donc, il ne veut pas accepter ça. Il a demandé donc les Américains pour ne pas qu'ils soient chassés, pour ne pas être humiliés. Parce que si on chassait les Américains du Tchad, alors le Congrès, le Sénat, ils vont appeler l'administration Biden pour s'expliquer. Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi les Américains sont en train d'être chassés comme des vanipiés, comme des pourritures, comme la France l'a été. Donc les Américains ont préféré anticiper pour éviter qu'on dise qu'on les a chassés du Tchad. Mais pourtant, c'est la même question que tous les États posent aujourd'hui. Est-ce que la Côte d'Ivoire va poser cette même question? Est-ce que la Mauritanie va poser cette question? Il appartient aux Mauritaniens et aux Ivoiriens. La seule question, c'est la présence légale des soldats américains. Parce que depuis tout le temps que les Américains étaient présents au Tchad, qu'est-ce qu'ils ont fait pour aider l'armée tchadienne à lutter contre l'insécurité, c'est-à-dire les attaques djihadistes et puis la rébellion? Qu'est-ce que les Américains ont fait? Les Tchadiens se sont rendus compte que les Américains n'ont rien fait pour les soutenir. Le Niger s'est rendu compte que les Américains n'ont rien fait pour les soutenir. Idem pour le Mali et le Burkina. Donc finalement, ces gens-là viennent chez nous, se servir de nous, mais jamais dans l'intention d'avoir une collaboration gagnant-gagnant. Vous êtes chez nous, vous avez des renseignements, vous êtes gagnant, mais donnez-nous aussi des renseignements puisque vous avez les moyens de communication pour intercepter des renseignements mieux que nous. Donc, nous, on vous donne ce que vous n'avez pas, vous nous donnez ce que nous n'avons pas. Voilà ce que les Américains et les Occidentaux refusent. Parce que pour pouvoir surveiller les terroristes dans le Sahel, il faut être dans un État sahélien. C'est à partir de ce contrôle sahélien qu'ils arrivent à intercepter les communications, les planifications des terroristes, si ces planifications sont dirigées contre leurs propres États. C'est là qu'ils arrivent à anticiper les actions des terroristes chez eux. Donc, ils viennent chez nous pour sécuriser leur pays, mais ils viennent pas chez nous pour nous aider à nous sécuriser nous-mêmes. Voilà, en un mot, la dénonciation de nos présidents. Est-ce qu'ils ont tort? Non. Est-ce qu'ils ont raison? Ils ont 1000% raison. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Alors, quand vous regardez tout ce qui se passe dans le Sahel, quand vous regardez, et puis en même temps on se dit, mais attendez, pendant tout ce temps-là, pourquoi on a permis tout ça? Pourquoi on a permis à ces gens-là de faire tout ça? Mais ils vont toujours négocier. Ils vont en Côte d'Ivoire, ils sont en train de négocier avec Alassane Ouattara. Ils sont en train de négocier avec la Mauritanie. Dans quel but? Pour faire quoi? Et ce n'est pas tout. Voilà le Mali qui élimine, d'abord c'est le Burkina qui a éliminé un chef terroriste dont la tête était mise à prix par les Américains. C'était des centaines de millions de nos francs. Voilà un autre terroriste dont la tête a été mise à prix à des milliards de nos francs, liquidé par les forces armées maliennes. Mais on voit ce général voyou, criminel, irresponsable, idiot aller se pavaner avec ses étoiles en Côte d'Ivoire et en Mauritanie, mais il n'a même pas eu la décence de venir dire merci aux autorités maliennes pour avoir neutralisé ce terroriste dont la tête a été mise à prix à peu près à 4 milliards de francs CFA. Les Américains, ils ont leur ambassade chez nous ici. Ils n'ont jamais adressé, ils n'ont pas demandé à leur ambassadeur de venir remercier les autorités maliennes pour avoir neutralisé quelqu'un qui est recherché. Alors, quand vous regardez ça, posez-vous une question légitime. Chacun doit se poser cette question légitime. Est-ce que ces gens-là, ils nous aiment réellement?
Est-ce que ces gens, ça nous voit comme des êtres humains, comme des partenaires, comme des gens qu'il faut respecter? Si tel était le cas, les Américains auraient dû, leur secrétaire d'État à la défense aurait dû venir au Mali, rencontrer le président Assimi Goïta, serrer la main du président Assimi Goïta, serrer la main du ministre de la Défense, Sadio Kamara, serrer la main du chef d'état-major et serrer la main du commandant des théâtres des opérations, l'opération qui a éliminé ce terroriste-là. Ils ne l'ont pas fait. Pourtant, nous, on ne l'a pas fait pour eux. Nous, on l'a fait pour nous. Pour notre propre sécurité. On l'a éliminé avec qui? Avec l'armement de leur pire ennemi, la Russie. C'est pas avec les armes. Parce que c'est ça qui fait que les Américains ne peuvent pas venir remercier le Mali. Parce que qui l'a éliminé? C'est l'armée malienne. Qui est entraînée, formée, équipée par la Russie, le pire ennemi des États-Unis. Alors, en reconnaissant la puissance de feu de l'armée malienne, on reconnaît que la Russie joue un rôle clé dans le système de défense dans le Sahel. Eux, ils sont chassés, la Russie rentre. Et la Russie rentre, eux, ils étaient dans le Sahel. Ce monsieur était recherché depuis 2019. Ça fait plus de 5 ans. Et pendant tout ce temps, les Américains étaient dans le Sahel avec le Niger. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Avec le satellite au-dessus de notre tête. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Mais le Mali a éliminé ce monsieur. C'est pourquoi ça m'a fait mal quand je n'ai pas vu un débat digne de ce nom au niveau de l'ERTM. Mais j'ai vu que le directeur de l'ERTM m'a dit, il a presque fini son direct aujourd'hui. Dieu merci, il n'a pas parlé de moi. Il dit, ce gars-là, j'étais pas oublié directeur. Tu es dans mon couille, j'étais dans ma projection. Je te regarde, je te suis. Monsieur le directeur de l'ERTM, je te suis. Je vais pas te lâcher tant que l'ERTM ne sera pas pour les Maliens. Parce que pour le moment, c'est pas encore pour les Maliens. Alors, donc, les Américains, ils voient l'armée malienne avec les armes achetées à la Russie, pas des armes américaines, pas des armes occidentales, mais des armes russes, liquider leur terroriste number one. Ils ne peuvent pas reconnaître ça, parce que reconnaître cela, c'est reconnaître la grandeur, la puissance et la force de l'État du Mali, c'est envier la relation Mali-Russie. Mais aujourd'hui, que les Américains nous saluent, ce sera juste une reconnaissance. Mais est-ce que nous, on en a réellement besoin? On n'en a pas besoin. Parce que nos autorités le rendent à nos forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire à nos femmes. Nos autorités le rendent si bien à nos militaires. Et la population du Sahel, en particulier la population du Mali, rend cet hommage-là à nos forces armées, les femmes. Maintenant, on vous dit on veut plus de vous. C'est qu'il y a une raison. Vous avez une attitude paternaliste qu'il faut arrêter, une attitude irresponsable qu'il faut arrêter. Ce n'est pas à vous de nous donner des leçons, ce n'est pas à vous de nous dire, nous connaissons mieux que vous ce que nous voulons, ce que nous souhaitons. Ce n'est pas à vous de venir nous dire ce que nous devons faire ou ce que nous ne devons pas faire. Aujourd'hui, gloire à Dieu, le Mali, les forces armées maliennes aujourd'hui font la fierté dans le Sahel, la fierté en Afrique, la fierté dans le monde. Pas seulement les FAMA, les FDS et les VDP au Burkina Faso, les FDS au Niger. Donc, que les Américains, aujourd'hui, c'est la grande honte. Parce qu'aujourd'hui, le ministre, le premier ministre, l'imperturbable, le serein, le sérénicisme. Keïta, c'est quoi ça encore? Ça, laissez ça tranquille. Ça, c'est Keïta seulement. Le serein, imperturbable, le sérénicisme, Keïta encore, et laissez ça seulement. Lamine Zen, il frappe. Les Américains se regardent. Ils sont obligés de sortir pour mentir. Ils sont obligés de sortir parce que s'ils ne sortent pas, le Congrès va les appeler. Et faites-moi confiance. Nos frères qui sont aux États-Unis, je vous donne du travail. Suivez les audiences du Congrès et du Sénat. Ils vont appeler, soit ils vont appeler Anthony Blinken, soit ils vont appeler le secrétaire d'État à la Défense. Ils vont les appeler, soit ils vont appeler le chef d'État-major. Parce que le gars là, lui, il est toujours au Congrès, le noir là, le secrétaire d'État à la Défense là.
J'oublie son nom. Il est toujours là-bas. Ils vont l'appeler pour lui poser la question sur l'affaire du Niger. Ils l'ont appelé. Ils ont appelé par son adjoint par rapport au coup d'état de Mamadi Doumbia. Ça, j'ai suivi ça. Bon, c'est vrai que c'est en anglais, mais ne vous en faites pas. Si c'est en anglais, vous voulez vraiment savoir, prenez et puis demandez à quelqu'un de vous expliquer en anglais si vous ne comprenez pas l'anglais. C'est en anglais, ça se fait, mais si vous tombez dessus, je vous en prie, demandez à quelqu'un de bien vous expliquer. Il va le faire s'il comprend bien l'anglais. J'ai suivi. Les Américains disent, mais si Doumbia a été formé, écoutez très bien ce que je dis, si Doumbia a été formé chez nous, est-ce que vous n'enseignez pas quand vous formez les militaires africains, est-ce que vous leur enseignez nos valeurs démocratiques? Voilà la question que le Sénat a posée. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Au nom de tout ce qui m'est cher, le Sénat dit, est-ce que vous leur enseignez nos valeurs démocratiques? Ils disent, oui, nous leur enseignons nos valeurs démocratiques. Il dit, mais comment tu peux justifier le coup d'État qu'il a fait en Guinée? Il dit, je ne peux pas justifier cela. Alors cela vous montre les limites de l'Occident, les limites de la formation occidentale. Les gens pensent que ce qu'ils nous donnent comme éducation, on doit prendre ça comme parole d'évangile, parole coranique. Donc, on ne doit jamais remettre en cause l'éthique de ce qu'eux appellent démocratie. C'est-à-dire que même si le président est un criminel, un assassin comme Alassane Ouattara, il faut l'accepter. Il ne faut pas brocher. Parce que c'est la démocratie. Alors, c'est pourquoi ils m'ont appelé pour dire, mais attendez. Donc, le Niger nous a humiliés comme ça, et vous avez fait quoi? Voilà ce que, parce que dans leur tête de perversion, ils croient toujours qu'ils sont les meilleurs au monde, au-dessus de tout le monde. Ils n'acceptent pas qu'un autre État soit au-dessus d'eux. Donc, ils auront du mal à accepter qu'un petit pays, selon eux, pauvre selon eux, désertique selon eux, enclavé selon eux, appelé Niger, puisse humilier la première puissance économique et militaire mondiale. Mais pourtant, ça a été le cas. Le Niger les a humiliés. Le Niger les a recadrés. Parce que la réalité, c'est cela. Aujourd'hui, quand le Niger démystifie les États-Unis, le Mali avait déjà démystifié l'Europe et la France. Et le Burkina démystifie encore plus. Donc dans le Sahel, ces gens-là ne sont plus un mystère pour nous. Ils ont été démystifiés dans nos États. Au Mali, au Burkina et au Niger. On les a démystifiés. Je ne dis pas qu'on veut se comparer, non. Ils ont des centaines d'années d'avance sur enfin, à tous les niveaux, je veux dire. Que ce soit sur le plan économique, ils ont des centaines, 200, 300, 400 ans d'années d'avance sur nous. Sur la technologie, l'industrialisation, le niveau de développement. Ça, c'est une certitude. Ils sont en avance. Mais, cela n'est pas un handicap, un frein et un blocage. Sur le plan matériel, ils ont des centaines d'années d'avance sur nous. Technologie, industrielle, économique, tout. Mais sur le plan culturel, psychologique, sur le plan social, ils n'ont pas un centimètre d'avance sur nous. Les valeurs humaines auxquelles on croit, ils n'ont aucune ascendance sur nous, sur cela. Parce que c'est cette distinction que beaucoup d'Africains n'arrivent pas à faire. Ah, ils sont plus que nous. Ah, ils sont en avance que nous. Ah, ils sont... Il dit non. Moi, là, je ne mets jamais quelqu'un devant mon pays. Je ne vais jamais mettre un de leurs pays en avance sur le Sahel. Jusqu'à ma mort, je ne le ferai pas. Pour quelle base? Parce que ils construisent des véhicules chez eux. Oui, le jour viendra où on va construire des véhicules. On est seulement en retard. Ça va venir. Il y a des gens qui ont commencé. On aura tout ça. Mais sur le plan moral, c'est ça qui est fondamental. Est-ce que moralement, ils sont en avance sur nous? Pas du tout. Même s'ils viennent avec ces mensonges des droits de l'homme, on est mieux formé aux valeurs des droits de l'homme que eux ne le sont. Parce que nous, on respecte le fondement des droits de l'homme. C'est quoi? C'est la famille. La famille, c'est l'homme et la femme. Mais la famille, ce n'est pas la perversion morale, homme et homme. L'amour ne vient qu'après. Parce que vous avez déjà vu, prenez, comment je vais vous expliquer ça même? Ça c'est, on appelle ça, en termes d'expression, comment on appelle ça,
sur le plan énergétique, ça c'est, on appelle ça une fiche mâle, je crois. Une fiche mâle. Alors, quand vous prenez une autre fiche mâle, est-ce que vous croyez que ça peut marcher? Non. Vous avez besoin d'une fiche femelle pour le faire entrer et puis ensuite avoir votre connexion pour télécharger votre téléphone ou pour télécharger tout autre appareil. Aujourd'hui, là, même la conception des objets obéissent à une règle. Celui qui donne. Même quand vous mettez carburant dans votre voiture, là, quand vous prenez le pistolet de la pompe, là, c'est lui qui met dans votre réservoir de voiture. Même si c'est une voiture électrique, là, vous prenez le pistolet de chargement, vous mettez dans votre véhicule. Il y a toujours une fiche mâle et une fiche femelle. Toujours. Alors, quand vous venez avec une contradiction de la nature, pour nous parler d'amour, je suis désolé, ça ne tient pas la route. Donc, nous, on tient encore à ces valeurs-là, à ces valeurs cardinales, à ces valeurs familiales, à ces valeurs humaines. Donc, on n'est plus ancré dans les valeurs humaines que le monde occidental qui est aujourd'hui à la déroute, à la perversion, à l'égarement. On n'est pas à la même chose. Votre prise à la maison, puis que votre réfrigérateur, votre climatisation, votre téléviseur, pour que tout cela marche, vous avez besoin d'une fiche mâle et d'une fiche femelle. Alors pourquoi l'homme va pervertir cet ordre qui a été déjà établi par l'Éternel? Donc, quelle valeur ils ont plus que nous? Ça n'existait pas. Ça, c'est aussi simple que ça, mes amis. Alors, le développement matériel, technologique, c'est une question de temps. C'est une question de temps. On va les rattraper. Mais la véritable valeur, c'est le socle de la société. Et ça, nous avons ça ancré en nous. Et ça, rien ne va pervertir cela. C'est en cela que nous allons dire infiniment merci à Fatmata Batuli-Niang, au mouvement Biko, pour le travail extraordinaire qu'elle fait, le soutien qu'elle apporte, n'est-ce pas, à nos familles, aux personnes démunies et aux communautés rurales les plus défavorisées. Elle apporte l'eau courante, elle apporte la gaieté, elle apporte un peu de boum dans le cœur de ceux qui sont dans le besoin. Merci au mouvement, merci à Fatmata Batuli pour le travail extraordinaire et exemplaire. Nous invitons la classe politique à s'inspirer de l'acte social de cette dame. C'est pourquoi je disais la dernière fois, aucun politicien au Mali à la date d'aujourd'hui ne peut se comparer à cette dame. Elle a mis d'abord le social en avant et ensuite la politique. Mais aujourd'hui, Dieu donne la possibilité à nos politiciens. Au regard de la suspension des activités politiques, Dieu leur donne une chance. Eux, ils voient ça comme une attaque d'Assimi Goïta. Moi, Keïta, je ne vois pas ça comme ça. Moi, je vois comme une opportunité que Dieu vous donne. Vous qui avez trahi ce peuple, vous qui avez manipulé ce peuple, vous qui avez volé ce peuple, Dieu vous donne la possibilité à travers Assimi Goïta de vous repentir et de vous racheter. C'est-à-dire, laisser la politique de côté, venir comme le fait Fatmata, comme le fait son mouvement, comme le fait sa jeune sœur, comme le fait Ambiko. Venez et soutenez ce peuple, accompagnez ce peuple qui en a besoin. Merci au mouvement Ambiko. Merci à l'extraordinaire travail que tu fais tous les jours, Fatmata. Merci à l'exemplarité. Merci à l'exemplarité. Merci à l'exemple que tu montres. Malheureusement, tu n'es pas suivi. Mais on fera en sorte que ces hommes-là arrêtent de penser à leur pense, à leur ventre, à leur compte bancaire, à l'argent qu'ils peuvent avoir. Mais qu'ils mettent plus l'amour du prochain comme tu l'as fait, Fatmata, en aidant plus de Maliens, les personnes démunies. Merci à toi, Fatmata, merci à ta jeune sœur Bintou, et merci au mouvement Biko pour toutes ces belles actions. Merci au président Assimi Goïta, au général Tiani, au capitaine Ibrahim. Merci au premier ministre Choguel Koukala Maïga, la Zen, l'imperturbable, et merci à l'éducateur Apollinaire du côté de Burkina Faso. Je vous en prie, on est ensemble. N'oubliez pas votre Damsa. N'oubliez pas votre Damsa. Si vous avez besoin de Damsa, quelle que soit la pathologie, cancer, VIH-Sida, quelle que soit l'infection virale, un seul numéro, 72 77 47 88, à l'indicatif 223, 72 77 47 88, on est ensemble. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Dieu veille sur chacun de nous qui nous protège. Juma Mubarak à tous. Merci infiniment.